semaine dernière, je n'ai pu publier de vidéo, car malheureusement, je n'étais pas en grande forme, si je puis dire. Et j'ai donc préféré reporter cette vidéo à cette semaine. Vous remarquerez aussi que pour une fois, je ne propose pas de vidéo à proprement parler, mais plutôt en audio à écouter, car je pense qu'il est plus intéressant de se concentrer sur la lecture et sur l'histoire que je vous propose, plutôt que de regarder lire. Pour passer le cap de cette fin de mois de septembre et pour célébrer l'automne et bientôt la fête d'Halloween, je vous propose de vous lire pour ce mois d'octobre à venir des romans en rapport avec la sorcellerie, les monstres, la magie, le mystère, peut-être par moments la peur. Et pour débuter cette odyssée, si vous me permettez l'expression, je vous propose la lecture d'une histoire bien connue de tous et de toutes. Je vous parle bien sûr du plus célèbre des jeunes sorciers, Harry Potter à l'école des sorciers. Dans cette première vidéo, dans cette vidéo plutôt, excusez-moi, nous allons lire le premier chapitre et peut-être le deuxième du premier tome de Harry Potter. Ne perdons plus de temps et plongeons directement dans les débuts de cette œuvre mondialement connue, de ce succès inconditionnel. Chapitre 1er, le survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Et ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient, plus que tout, qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Madame Dursley faisait comme s'il était vieilli, car sa sœur et son rien de mari était aussi éloigné que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Et il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque monsieur et madame Dursley s'éveillèrent, au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait crier triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler. Et Madame Dursley racontait dans ton patin les derniers potins du quartier, en s'enforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley qui braillait de toute la force de ses poumons.
Aucun d'eux ne remarqua le gros hibou au plumage modoré qui volta devant la fenêtre. À 8h30, M. Dursley prit son attaché caisse, déposant un baiser sur la joue de Mme Dursley, et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Sacré petit bonhomme, gloussa M. Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, M. Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré, assis au coin de Private Drive, mais pas la moindre trace de carte entière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. M. Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard, tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route. M. Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de relire la plaque qui indiquait Private Drive. Mais non, voyons, il ne lisait pas, il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. M. Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qu'il menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de berceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les berceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. M. Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Les jeunes avaient parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de ces Solibrius qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. M. Dursley s'irrita en voyant que deux d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme là-bas était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape pareille. Quelle impudence! M. Dursley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Cela ne pouvait être que ça. La file des voitures se remit en mouvement, et quelques minutes plus tard, M. Dursley se rangea dans le parking de la Grunnings. Les berceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du 8e étage, M. Dursley s'asseyait toujours dos à la fenêtre. S'il avait été il aurait sans doute revenu de mal d'habitude à se concentrer sur ses berceuses ce matin-là. Il ne vit pas l'hibou qui volait à tire-d'aile en plein jour, mais en bas de la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. M. Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal, et aucun hibou ne vint trop troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner, où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de capes lui étaient complètement sortis de la tête, et lorsqu'il en vit à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant en leur lançant un regard courroucé. Il ignorait pourquoi, mais il le mettait mal à l'aise. Ceux-là aussi chuchotaient d'un air surexcité, et il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand
il sortit de la boutique avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation. Les Potter, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient comme s'il s'apprêtait à leur dire quelque chose. Mais il se ravisa. Il traversera la rue en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchissait. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y pensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile de s'inquiéter. D'inquiéter Madame Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état. Il ne pouvait pas lui en vouloir si lui-même avait une sœur comme celle-là. Mais enfin, quand même, tous ces gens vêtus de garde. Cet après-midi-là, il lui fit beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses. Et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si précoce qu'il heurta quelqu'un devant la porte. Navré, grommela-t-il au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que M. Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été ainsi bousculé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. « Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les moldus comme vous devraient fêter cet heureux, très heureux jour. » Le vieil homme prit alors M. Dursley par la taille et le serra contre lui afin de poursuivre son chemin. M. Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée du numéro 4 de sa rue, la première chose qu'il vit, et qu'il n'améliora pas son humeur, ce fut le chat tigré qu'il avait déjà remarqué le matin même. À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat. Il reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. « Allez, oust !» s'exclama M. Dursley. Le chat ne bougea pas. Il se contenta de le regarder d'un air sévère. M. Dursley se demanda si c'était un comportement normal pour un chat. Essayant de reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. Madame Dursley avait passé une journée agréable et parfaitement normale. Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes que la voisine d'à côté avait avec sa fille et lui signala également que Dudley avait appris un nouveau mot, the pup. Monsieur Dursley s'efforça de se conduire le plus normalement du monde, et après que Dudley eut été mis au lit, il s'installa dans le salon pour regarder la fin du journal télévisé. D'après les témoignages venus de diverses régions, il semblerait que le hibou se soit comporté d'une bien étrange manière au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendent la nuit pour chasser leur proie. Il est rare d'en voir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer les raisons de ce changement de comportement, pour le moins étonnant. Voilà qui est bien mystérieux, conclut le présentateur.
un sournoisant sourire. Et maintenant, voici venue l'heure de la météo, avec les prévisions de Jim McGuffin. Alors, Jim, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes de hibou au cours de la nuit prochaine? Ça, je serais bien incapable de vous le dire, Ted, répondit l'homme de la météo. Mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été les seuls à se comporter d'une étrange manière. Des téléspectateurs qui habitent dans les régions aussi éloignées les unes des autres que le Kent, le Yorkshire et la côte de l'Écosse m'ont téléphoné pour me dire qu'au lieu des averses que j'avais prévues aujourd'hui, ils ont vu de véritables pluies d'étoiles filantes. Peut-être s'agissait-il de feux de joie, bien que ce ne soit pas encore la saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. Monsieur Dursley se figea dans son fauteuil. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays. Des hiboux qui volent à plein jour. Des gens bizarres vêtus de capes. Et ces murmures sur les potards. Madame Dursley entra dans le salon avec 2 tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. Monsieur Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. Pétunia, ma chérie, dit-il, tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment? Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas avoir de sœur. Non, répondit-elle sèchement. Pourquoi? Ils ont dit un truc bizarre à la télé, grommela monsieur Dursley. Des histoires de hiboux, d'étoiles filantes, et il y avait tout un tas de gens qui avaient un trou d'air aujourd'hui. Et alors, lança madame Dursley. Rien, je me disais que, peut-être, ça avait quelque chose à voir avec sa banque. Madame Dursley retroussait les lèvres en buvant son thé, à petite gorgée. Son mari se demanda s'il allait oser lui raconter qu'il avait entendu prononcer le nom de Potter. Il préféra s'en abstenir. D'un air aussi détaché que possible, il dit: leur fils, il a à peu près le même âge que Dudley. Non, j'imagine, répliqua madame Dursley avec raideur. Comment s'appelle-t-il déjà? Howard, c'est ça. Harry. Un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Ah oui, répondit monsieur Dursley, en sentant son cœur s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne dit pas un mot de plus à ce sujet, tandis qu'il montait l'escalier pour aller se coucher. Pendant que madame Dursley était dans la salle de bain, monsieur Dursley se glissa vers la fenêtre de la chambre et jeta un coup d'œil dans le jardin. Le chat était toujours là. Il regardait dans la rue comme s'il attendait quelqu'un. Monsieur Dursley imaginait-il des choses? Tout cela avait-il un lien avec les Potter? Si c'était le cas, s'il s'avérait qu'ils étaient parents avec des... Non, il ne pourrait jamais le supporter. Les Dursley se mirent au lit. Madame Dursley s'endormit très vite, mais son mari resta éveillé, retournant dans sa tête les événements de la journée. La seule pensée qui le consola avant de sombrer enfin dans le sommeil, ce fut que même si les Potter avaient vraiment quelque chose à voir avec ce qui s'était passé, il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences. Les Potter savaient parfaitement ce que Pétunia et lui pensaient des gens de leur espèce, et ils ne voyaient pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bâilla et se retourna. Rien de tout cela ne pouvait les affecter, et il avait grand tort de penser ainsi. Tandis que M. Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité, le chat sur le mur, lui, ne montrait aucun signe de somnolence. Il y restait assis, immobile comme une statue, fixant de ses yeux grands ouverts le coin de Private Drive. Il n'y eut pas la moindre réaction lorsqu'une portière de voiture claqua dans la rue voisine, ni quand 2 hiboux passèrent au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé tout ce temps. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. La queue du chat frémit, ses yeux se rétrécirent. On n'avait encore jamais vu dans Private Drive quelque chose qui ressemblât à cet homme. Il était grand, mince et très vieux, en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de
de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol et chaussé de bottes à hauts talons munis de boucles. Ses yeux, bleus et brillants, étincelaient derrière des lunettes en demi-lune, et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Albus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape, mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat qui avait toujours le regard fixé sur lui à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il eut un petit rire et marmonna. J'aurais dû m'en douter. Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit avec un petit claquement. L'homme alluma à nouveau le briquet. Le réverbère suivant s'éteignit à son tour. 12 fois, il actionna ainsi l'éteignoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part 2 points minuscules qui brillaient au loin. C'étaient les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par une fenêtre en cet instant, même Madame Dursley, ses petits yeux perçants, aurait été incapable de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son éteignoir dans la poche de sa cape et marcha en direction du numéro 4. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assit sur le muret à côté du chat. Il ne lui accorda pas un regard, mais après un moment de silence, il lui parla. « C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall, dit-il. » Il tourna la tête, redressant un sourire au chat tigré, mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souriait à présent à une femme d'allure, sévère, avec des lunettes carrées qui avaient exactement la même forme que les motifs autour des yeux du chat. Elle aussi portait une cape en fer émeraude. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré, et elle avait l'air singulièrement agacée. « Comment avez-vous vu que c'était moi ?» demanda-t-elle. « Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques, répondit le professeur McGonagall. Toute la journée, alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres. En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. » Le professeur McGonagall renifla d'un air courroucé. « Oui, je sais, tout le monde fait la fête, dit-elle avec agacement. On aurait pu penser qu'il serait plus prudent, mais non, pas du tout. Même les moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose, et ils en ont parlé aux nouvelles. » Elle montra d'un signe de tête la fenêtre du salon des Dursley, plongée dans l'obscurité. « Je l'ai entendu moi-même, ils ont signalé des vols de hiboux, des pluies d'étoiles filantes. Les moldus ne sont pas complètement idiots, il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. Des étoiles filantes en quête, je parie que c'est encore dû à un coup de Dédalus Diggle, et il n'a jamais eu beaucoup de jugeote. On ne peut pas leur en vouloir, dit Dumbledore avec douceur. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis 11 ans. Je sais, répliqua le professeur McGonagall d'un ton sévère, mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. Tous ces gens étaient d'une imprudence folle, se promenaient dans les rues en plein jour à s'échanger les dernières nouvelles sans même prendre la précaution de s'habiller comme des moldus. Elle lança un regard oblique et perçant à Dumbledore, comme si elle espérait qu'il allait lui dire quelque chose, mais il garda le silence. « Nous serions dans de beaux draps, reprit-elle alors, si le jour où vous savez qui semble enfin avoir disparu. Les moldus s'apercevaient de notre existence. J'imagine qu'il a vraiment disparu, n'est-ce pas, Dumbledore ? » « Il semble qu'il en soit ainsi, en effet, assura Dumbledore. Et nous avons tout lieu de nous en féliciter. Que diriez-vous d'un esquimau au citron ? » ?»« En quoi ? Un esquimau au citron ? C'est une friandise que fabriquent les moldus, et je dois dire que c'est plutôt bon. »
Merci, pas pour moi, répondit froidement le professeur McGonagall, qui semblait estimer que le moment n'était pas venu de manger des glaces au citron. Je vous disais donc que même si vous savez qui est vraiment parti, mon cher professeur, quelqu'un d'aussi raisonnable que vous ne devrait pas hésiter à prononcer son nom. Ne croyez-vous pas? Cette façon de dire tout le temps vous savez qui n'a aucun sens. Pendant 11 ans, j'ai essayé de convaincre les gens de l'appeler par son nom, Voldemort. Le professeur McGonagall fit une grimace, mais Dumbledore, qui avait sorti 2 esquimaux au citron, ne parut pas le remarquer. Si nous continuons à dire vous savez qui, nous allons finir par créer la confusion. Je ne vois aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous n'en voyez pas, répliqua le professeur McGonagall, qui semblait moitié exaspérée, moitié admirative. Mais vous êtes différent des autres. Tout le monde sait que vous êtes le seul à avoir jamais fait peur à vous savez qui, ou à Voldemort si vous y tenez. Vous me flattez, dit Dumbledore d'une voix tranquille. Voldemort dispose de pouvoirs que je n'ai jamais eus. C'est simplement parce que vous avez trop de noblesse pour en faire usage. Heureusement qu'il fait nuit. Je n'ai jamais autant rougi depuis le jour où Madame Pomme-Fraîche m'a dit qu'elle trouvait mes nouveaux cache-oreilles ravissants. Le professeur McGonagall lança un regard perçant à Dumbledore. Les hiboux, ce n'est rien comparé aux rumeurs qui circulent, déclara-t-elle. Vous savez ce que tout le monde dit sur les raisons de sa disparition, ce qui a fini par l'arrêter. Apparemment, le professeur McGonagall venait d'aborder le sujet qui lui tenait le plus à cœur, la véritable raison qu'il avait décidé à attendre toute la journée, assise sur un mur glacial. Car jamais un chat ni une femme n'avait fixé Dumbledore d'un regard aussi pénétrant que celui du professeur à cet instant. À l'évidence, elle n'avait pas l'intention de croire ce que tout le monde disait, tant que Dumbledore ne lui aurait pas confirmé qu'il s'agissait bien de la vérité. Dumbledore, cependant, était occupé à choisir un autre esquimau et ne lui répondit pas. Ce qu'ils disent, poursuivit le professeur, c'est que Voldemort est venu hier soir à Godric's Hollow pour y chercher les Potter. D'après la rumeur, Lily et James Potter sont... Enfin, on dit qu'ils sont morts. Dumbledore inclina la tête. Le professeur McGonagall avait du mal à reprendre sa respiration. Lily et James, je n'arrive pas à y croire. Je ne voulais pas l'admettre. Oh, Albus. Dumbledore tendit la main et lui tapota l'épaule. Je sais, dit-il gravement. Et ce n'est pas tout, reprit le professeur McGonagall d'une voix tremblante. On dit qu'il a essayé de tuer Harry, le fils des Potter. Mais il en a été incapable et n'a pas réussi à supprimer ce bambin. Personne ne sait pourquoi ni comment, mais tout le monde raconte que lorsqu'il a essayé de tuer Harry Potter sans y parvenir, le pouvoir de Voldemort s'est brisé, pour ainsi dire, et c'est pour ça qu'il a disparu. Dumbledore hocha la tête d'un air sombre. C'est vrai, bredouilla le professeur McGonagall. Après tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a tués, il n'a pas réussi à tuer un petit garçon. C'est stupéfiant. Rien d'autre n'avait pu l'arrêter. Mais, au nom du ciel, comment se fait-il que Harry ait pu survivre? On ne peut faire que des suppositions, répondit Dumbledore. On ne saura peut-être jamais. Le professeur McGonagall sortit un mouchoir en dentelle et s'essuya les yeux sous les lunettes. Dumbledore inspira longuement en prenant de sa poche une montre en or qu'il consulta. C'était une montre très étrange. Elle avait 12 aiguilles mais pas de chiffres. À la place, il y avait de petites planètes qui tournaient autour du cadran. Tout cela devait avoir un sens pour Dumbledore, car il remit la montre dans sa poche en disant « Hagrid est en retard. Au fait, j'imagine que c'est lui qui vous a dit que je serais ici. » « Oui, admit le professeur McGonagall. Et je suppose que vous n'avez pas l'intention de me dire pour quelle raison vous êtes venu dans cet endroit précis. » « Je suis venu confier Harry à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais. Vous voulez dire, non,
Ce n'est pas possible. Pas les gens qui habitent dans cette maison, s'écrie le professeur McGonagall en se levant un bond, le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. Dumbledore, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observés toute la journée. On ne peut pas imaginer des gens plus différents de nous. En plus, ils ont un fils. Je l'ai vu donner des coups de pied à sa mère, tout au long de la rue, en hurlant pour réclamer des bonbons. Harry Potter venir vivre ici. C'est le meilleur endroit pour lui, répliqua Dumbledore d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. Je leur écris une lettre. Une lettre, répéta le professeur McGonagall d'une voix éteinte en se rasseyant sur le muret. Dumbledore, vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout cela dans une lettre? Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonné que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. C'est vrai, dit Dumbledore en le regardant d'un air très sérieux, par-dessus ses lunettes en demi-lune. Il y aurait de quoi tourner la tête de n'importe quel enfant. Être célèbre avant même d'avoir appris à marcher et parler. Célèbre pour quelque chose dont il ne sera même pas capable de se souvenir. Ne comprenez-vous pas qu'il faut beaucoup mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela, jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer? Le professeur McGonagall ouvrit la bouche. Elle parut changer d'avis, avala sa salive et répondit. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais comment cet enfant va-t-il arriver jusqu'ici, Dumbledore? Elle regarda soudain sa cape, comme si elle pensait que Harry était peut-être caché dessous. C'est Hagrid qui doit l'amener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est sage de qu'on vienne d'âge aussi importante à Hagrid? Je confierai ma propre vie à Hagrid, assura Dumbledore. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur McGonagall avec réticence. Mais reconnaissez qu'il est passablement négligent. Il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça? Un grondement sourd avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité, tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir la lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétarade au-dessus de leur tête. Ils levèrent alors les yeux et virent une énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux sur la chaussée. La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était à peu près 2 fois plus grand que la moyenne, et au moins 5 fois plus large. Il était même tellement grand qu'on avait à peine à le croire. On aurait dit un sauvage avec ses longs cheveux noirs en broussailles, sa barbe qui cachait presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle et ses pieds chaussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébés dauphins. L'homme tenait un tas de couvertures dans ses immenses bras musclés. Hagrid, dit Dumbledore avec soulagement. Voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto? Je l'ai empruntée, professeur Dumbledore. Monsieur, répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. C'est le jeune Sirius Black qui me l'a prêté. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu de problème? Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite, mais je me suis débrouillé pour le sortir de là, avant que les moldus commencent à rappliquer. Il s'est endormi quand on a survolé Bristol. Dumbledore et le professeur McGonagall se penchèrent sur le tas de couvertures. À l'intérieur, à peine visible, un bébé dormait profondément. Sous une touffe de cheveux d'un noir de jet, ils distinguèrent sur son front une étrange coupure en forme d'éclair. C'est là que... murmura le professeur McGonagall. Oui, répondit Dumbledore. Il gardera cette cicatrice à tout jamais. Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore? Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche, qui représente le plan exact du métro de Londres. Donnez-la-moi, Hagrid. Il est temps de faire ce qu'il faut. Dumbledore prit Harry dans ses bras et se tourna vers la maison des Dursley. Est-ce que je pourrais lui dire au revoir, monsieur? Demanda Hagrid. Il pencha sa grosse tête hirsute vers Harry et lui donna un baiser qui devait être singulièrement piquant et râpeux.
Puis, soudain, Hagrid laissa échapper un long hurlement de chien blessé. Chut, siffla le professeur McGonagall. Vous allez réveiller les moldus. Désolé, sanglota Hagrid en sortant de sa poche encore un mouchoir à moi dans lequel il enfouit son visage. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Lily et James qui meurent et ce pauvre petit Harry qui va aller vivre avec les moldus. Oui, je sais, c'est très triste, mais ressaisissez-vous, Hagrid. Sinon, nous allons nous faire repérer, chuchota le professeur McGonagall en tapotant doucement le bras de Hagrid, tandis que Dumbledore enjambait le muret du jardin et s'avançait vers l'entrée de la maison. Avec précaution, il déposa Harry devant la porte, sortit une lettre de sa cape, la glissa entre les couvertures, puis revint vers les deux autres. Pendant un long moment, tous trois restèrent immobiles, côte à côte, à contempler le petit tas de couvertures. Les épaules de Hagrid tremblèrent. Le professeur McGonagall battit des paupières avec frénésie, et la lueur qui brillait habituellement dans le regard de Dumbledore sembla s'éteindre. Eh bien voilà, dit enfin Dumbledore. Il est inutile de rester ici. Autant rejoindre les autres pour faire la fête. Oui, dit Hagrid d'une voix étouffée. Je vais aller rendre son moto à Sirius. Bonne nuit, professeur McGonagall. Bonne nuit, professeur Dumbledore. Monsieur. Essuyant d'un revers de manche à ses yeux ruisselants de larmes, Hagrid enfourcha la moto et mit le moteur en route. Dans un frombissement, la moto s'éleva dans les airs et disparut dans la nuit. À bientôt, j'imagine, professeur McGonagall, dit Dumbledore avec un signe de tête. Pour toute réponse, le professeur McGonagall se moucha. Dumbledore fit volte-face et s'éloigna le long de la rue. Il s'arrêta au coin et reprit dans sa poche l'épée noire d'argent. Il actionna une fois et une douzaine de boules lumineuses regagnèrent aussitôt les réverbères. Private Drive fut soudain baigné d'une lumière orange et Dumbledore distingua la silhouette d'un chat tigré qui tournait l'angle de la rue. Il aperçut également le tas de couvertures devant la porte du numéro 4. « Bonne chance, Harry, murmura-t-il. Il se retourna et disparut dans un bruissement de cape. Une brise agitait les haies bien taillées de Private Drive. La rue était propre et silencieuse sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui et il continua de dormir sans savoir qu'il était un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Madame Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait, et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin de lait. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays et qu'ils levaient leur verre en murmurant « À la santé d'Harry Potter, le survivant ». Et bien voici donc la lecture d'aujourd'hui, de cette soirée, le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers. J'espère que vous aurez autant apprécié que moi la lecture et peut-être la nostalgie de ces premiers instants de cette fabuleuse saga. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous pourrez peut-être également vous abonner, mettre un like sur la vidéo. Cela aide au référencement et surtout, c'est un sacré gage, une sacrée démonstration de sympathie et ça fait vraiment plaisir de découvrir cela lorsqu'on regarde ces statistiques sur YouTube. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est apprécié par une communauté. Eh bien, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, normalement cette semaine. Une semaine durant laquelle je vais essayer de poster une vidéo sur le thème d'Halloween. Et j'espère que celle-ci vous plairait également. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.
Au revoir.